l'Ukraine et la Russie sont parvenus à un accord de cessez-le-feu en mer Noire à l'issue de 3 jours de négociations à Riyad, en Arabie Saoudite. La Maison-Blanche a confirmé que Kiev et Moscou se sont engagés à garantir la sécurité de la navigation et à renoncer à tout usage de la force dans la zone maritime. Le ministre ukrainien de la Défense a clarifié la position de son pays, avertissant que tout mouvement de navires militaires russes en dehors de la partie orientale de la mer Noire constituerait une violation de l'accord. Des questions subsistent quant à l'incidence réelle d'un tel compromis, la Russie n'ayant plus d'emprise militaire sur la mer Noire et un corridor roumain garantissant déjà un passage sûr pour les cargos civils. Kiev et Moscou se sont également engagés à élaborer des mesures pour interdire les frappes contre les installations énergétiques. Par ailleurs, les États-Unis ont annoncé vouloir contribuer à rétablir l'accès de la Russie au marché mondial des céréales et des engrais, c'était la demande du Kremlin, et à aider l'Ukraine à négocier des échanges de prisonniers. La Russie a lancé 140 drones sur l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi, frappant 7 régions du pays et blessant plusieurs personnes. La ville de Kherson, dans le sud du pays, a été particulièrement touchée par les bombardements. Plusieurs maisons ont été endommagées, mais aucune victime n'est à signaler selon les autorités locales. У хаті були, спали. Перший прильот був, ми підскочили, в коридор побігли. І тут же другий прильот. У нас у кухні так вікна розчихнулися, потолки попадали. Ми в коридорі стоїмо. Мене всю затрусило, я оделася, вискочила, як зайшла, а тут оце таке. Par ailleurs, ce mardi, le ministère russe de la Défense a accusé l'Ukraine d'avoir poursuivi des frappes délibérées de drones contre des installations énergétiques civiles en Russie. Ces attaques surviennent alors que Kiev et Moscou poursuivent leurs discussions avec des responsables américains pour parvenir à un accord de cessez-le-feu. Son administration est sous le feu des critiques pour avoir transmis par erreur ses plans d'attaque contre les Houthis au Yémen à un journaliste. Mais Donald Trump l'assure, il n'est pas au courant de cette affaire. Interrogé lundi sur le sujet, le président américain a préféré s'en prendre au magazine à l'origine de ces révélations. I don't know anything about it. I'm not a big fan of The Atlantic. To me, it's a magazine that's going out of business. I don't know anything about it. You're telling me about it for the first time. Anybody else? Même son de cloche du côté des membres de l'administration Trump. Interrogé lui aussi sur cette polémique, le secrétaire américain à la Défense affirme que cette affaire est fausse et s'en prend au journaliste qui a publié l'article. You're talking about a deceitful and highly discredited so-called journalist who's made a profession of peddling hoaxes time and time again. Nobody was texting war plans, and that's all I have to say about that. Thank you. Appreciate it. Pourtant, selon le rédacteur en chef de The Atlantic, le secrétaire à la Défense faisait bien partie avec le vice-président J.D. Vance de ce groupe de discussion sur la messagerie sécurisée Signal. Parmi les autres participants, une dizaine d'autres responsables, comme la directrice du renseignement américain ou encore le chef de la CIA. It wasn't until Saturday that I was reasonably certain that this wasn't a hoax, that I had actually mistakenly been included in a conversation of the Principals Committee, essentially the leaders of the national security community, including the head of the CIA, in this discussion of whether the Houthis should be attacked in Yemen. Après la publication de l'article, les démocrates ont demandé la démission du secrétaire américain à la Défense. Face au tollé provoqué par ces révélations, Donald Trump a ce mardi minimisé cette affaire et l'a qualifiée de seul pépin en 2 mois de son administration. Le commissaire européen chargé des partenariats internationaux, Joseph Sikela, vient d'achever une tournée en Asie centrale. Un déplacement visant à déployer la coopération de l'UE avec les pays de la région et à mobiliser 300 milliards d'euros d'investissements européens en se concentrant sur 4 domaines clés, les transports, les matières premières essentielles et les énergies durables. There is a huge untapped potential. We already have a pretty good base. We want to not only increase our presence, but we want to contribute to the economic development of the whole region. La visite du commissaire européen a débouché sur la signature de plusieurs contrats au Kazakhstan, notamment un accord de prêt de 200 millions d'euros entre la Banque européenne d'investissement et la Banque de développement du pays.
And this visit in the region should basically not only underline the importance of the region and the importance of the European and Central Asia connections, but this is also about concrete things like today's signature of two major agreements. Au Turkménistan, les discussions se sont concentrées sur le corridor transcaspien, route commerciale clé reliant l'Asie centrale et l'Europe. Au Tadjikistan et au Kirghizistan, les échanges ont porté sur le développement de l'hydroélectricité et des énergies renouvelables. En Ouzbékistan, enfin, 2 accords ont été signés pour améliorer la connectivité numérique, en particulier dans les zones rurales. Le Parlement israélien a adopté mardi le budget de l'État, préservant ainsi la coalition gouvernementale du Premier ministre Benyamin Netanyahou, dans un contexte de pression croissante de l'opinion publique sur la guerre à Gaza. Dans le même temps, des manifestations ont éclaté devant le bureau du Premier ministre et devant la Knesset à Jérusalem. Les manifestants ont appelé à des négociations pour obtenir la libération rapide des derniers otages détenus par le Hamas à Gaza. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, a fermement critiqué le budget, le qualifiant de vol. Il accuse le gouvernement de réduire les revenus et l'avenir de la classe moyenne israélienne, tout en exploitant les travailleurs, les contribuables et les soldats. Le ministre des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, a lui critiqué les manifestations, les décrivant comme une faillite de l'état de droit, et a demandé à la police d'intervenir contre les manifestants qui bloquaient l'accès à la Knesset. Le vote du budget constituait un test critique pour la coalition de Benyamin Netanyahou, qui comprend des partis ultranationalistes et ultra-orthodoxes. Au moins 23 personnes ont été tuées à Gaza dans des frappes israéliennes dans la nuit de lundi à mardi, selon plusieurs hôpitaux palestiniens. Lundi, un bombardement israélien a également tué 2 journalistes, dont un reporter travaillant pour la chaîne Al Jazeera. Par ailleurs, les Nations Unies ont annoncé lundi qu'elles réduiraient leur présence dans la bande de Gaza, après qu'un char israélien a frappé l'un de ses bâtiments la semaine dernière. L'armée israélienne nie être à l'origine de cette frappe. The strikes claimed the life of a UN colleague from Bulgaria and left 6 others from France, Moldova, North Macedonia, Palestine, and the United Kingdom with severe injuries, some of them life-altering. The location of this UN compound was well known to all the parties in the conflict, and I reiterate that all parties to the conflict are bound by international law to protect the inviolability of United Nations premises. Un bâtiment appartenant au Comité international de la Croix-Rouge a également été touché par l'armée israélienne. Celle-ci affirme avoir tiré sur le bâtiment par erreur, après avoir identifié à tort une menace de la part des membres du Hamas. Les opérations des travailleurs humanitaires ont été fortement affectées depuis l'effondrement du cessez-le-feu à Gaza la semaine dernière. Et les ONG mettent en garde contre un risque majeur de crise humanitaire sur le territoire. Israël a coupé toute livraison de nourriture, de médicaments et d'autres produits de première nécessité à la population de Gaza il y a 3 semaines, pour faire pression sur le Hamas afin d'obtenir la libération des otages restants. Le Soudan du Sud est au bord d'une nouvelle guerre civile, selon le représentant spécial de l'ONU dans ce pays en proie à de vives tensions entre groupes ethniques. Nicolas Haysom met en garde contre la compétition politique entre le président et le vice-président du pays et contre un regain de la violence à l'approche des élections prévues pour 2026. Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance du Soudan en 2011, après des décennies de conflits. Mais 2 ans plus tard, le nouveau pays a sombré dans une guerre civile, alimentée par les divisions entre les forces loyales au président Salva Kiir, membre de l'ethnie Dinka, et les Nuer, une population à laquelle appartient le vice-président actuel Riek Machar. Le conflit a coûté la vie à plus de 400 000 personnes avant la signature d'un accord de paix en 2018. Mais des affrontements ont récemment éclaté entre les forces gouvernementales et une milice connue sous le nom d'Armée Blanche, qui serait proche de Riek Machar. En réponse, la résidence du vice-président a été encerclée et plusieurs de ses alliés ont été arrêtés. L'invasion de l'Ukraine par la Russie et les droits de douane imposés par Donald Trump sur les produits européens bouleversent les équilibres géopolitiques. Les changements poussent l'Union européenne à investir davantage dans sa défense. Les 27 ressentent aussi l'urgence de renforcer leurs économies et leurs industries pour faire face aux nouveaux défis mondiaux.
Les Européens continuent de placer en tête de leurs priorités les dossiers économiques et le maintien de la position de l'UE sur la scène internationale. La sécurité alimentaire et l'agriculture ainsi que l'action climatique et la réduction des émissions reculent en revanche de 5 et 6 points. On note également une légère augmentation de la demande en matière d'éducation et de recherche. Le Parlement européen a présenté ses résultats de l'Eurobaromètre ce mardi. Times of more uncertainties, people turn to the EU. For example, we see in the survey that's very high. 74% of the Europeans believe that the EU has benefited, being part of the EU benefited to them. And it's the highest data that we have been recording since the question was first asked in 1983. Les Européens attendent par ailleurs du Parlement la prise en compte du coût de la vie et de la situation de l'emploi. Selon une majorité des sondés, leur niveau de vie ne changera ni en bien ni en mal dans les prochaines années. Ils sont au contraire 7,7% de plus que dans l'Eurobaromètre 2024 à penser que leur niveau de vie va se dégrader. Plus de 50% des Européens ont néanmoins une image positive de l'UE, c'est 2 points de plus qu'en 2024 et 5 points de plus qu'en 2023.